Henri Dess raconte Maëlle, la timide. Dans le parc, les enfants jouent à chat, au balançoire, à cache-cache. Maëlle aimerait se joindre à eux, mais elle n'ose pas. Alors, elle sort le bout de craie qui traîne toujours au fond de sa poche, dessine une terre, un ciel, et s'élance seule sur la marelle. Mais ce mercredi-là, lorsque Maëlle enfonce la main dans sa poche, plus de craie. Une poche trouée, c'est bien ma veine, pense-t-elle. Elle s'approche du kiosque au ballon. La vieille marchande lui fait signe. « Tu joues seule, petite ?»« Oui, madame. Vous vendez des craies, s'il vous plaît ? J'ai justement ce paquet spécial pour toi. » Et la vieille dame offre à Maëlle de jolies craies de couleur. La petite fille la remercie. Maëlle essaie aussitôt ses nouvelles craies. Alors se produit une chose incroyable. Arrivée à la case « Ciel », Maëlle se frotte les yeux. Tout autour d'elle n'est que nuages. « Oh, c'est magnifique! Je suis dans le ciel pour de vrai !» Maëlle avance comme dans du coton. Elle aperçoit une cabane. Devant la baraque, un vieil homme joue aux échecs avec une cigogne. « Enchanté, Maëlle, ça fait longtemps que je t'attends, » dit le vieil homme. « Mais comment savez-vous » répond-elle surprise. « Facile, on voit tout d'ici. On m'appelle Elio, car je me suis rapproché du soleil. Vois-tu, petite, pour un ancien loup de mer comme moi, la compagnie des hommes n'est pas toujours intéressante. Alors, j'ai choisi cet endroit unique, ma pipe, mon vieux rocking chair et les échecs avec Concorde, ma fidèle cigogne, à la retraite, comme moi. Mélanie, ma femme, m'envoie de temps en temps de la compagnie. As-tu des amis ? Pas vraiment. On dirait que la compagnie ne m'aime pas. Bah, une gentille fille comme toi ? Voyons, à ton âge, rien de tel que les amis. Serais-tu timide ? J'adorerais jouer avec les autres, mais je m'y prends mal. Bah, si tu n'arrives pas à entrer dans les jeux des autres, essaie de les attirer avec les tiens. Mais je ne connais aucun jeu intéressant, avoue Maëlle. Voyons, réfléchit Elio, je peux t'enseigner les échecs, le poker, le croquet. Mais les enfants d'aujourd'hui aiment les jeux à sensations, des trucs qui bougent ou qui font peur. Il faudrait quelque chose de vraiment extraordinaire comme une marelle magique, sourit Elio. Côté sensation, c'est réussi, non ? Oh, vous seriez d'accord ? Se réjouit Maëlle. Un peu de visite ne me fera pas de mal. On commence quand tu veux. Et le samedi suivant, Maëlle arriva dans le ciel avec 3 filles rencontrées au parc. Chloé, Madeleine et Rachel furent très impressionnées. Elles trouvèrent l'endroit délicieux et burent le thé avec Concorde. Elio était charmant et lançait de grands clins d'œil à Maëlle. Le bouche à oreille fonctionnait à merveille car 1 heure plus tard, Maëlle revint avec 2 jeunes garçons amis de Chloé. Elio les installa sur son rocking chair et leur conta ses aventures de marin. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. L'après-midi suivante, Maëlle s'apprêtait à tracer sa marelle dans le parc quand elle leva les yeux. Chloé et les autres lui tendaient un petit caillou blanc. Les garçons avaient déjà tracé une marelle. Dans la dernière case était écrit « Maëlle, reine du ciel ». Maëlle sourit. Elle lança son caillou et pensa au moment où elle raconterait à Elio que ses jeux en solo étaient bien terminés.
Henri Dess raconte Tex, le chasseur de nuages. Tex était un cow-boy. Pas l'un de ces pauvres cow-boys qui ne mangent que des haricots secs autour d'un feu de camp. Non, Tex était une star du rodéo, vêtu d'une chemise blanche et coiffé d'un chapeau doré constellé d'étoiles. C'était le meilleur cavalier de rodéo de tout le Texas, et son cheval, un magnifique étalon blanc nommé Lucky. Tous deux formaient un couple célèbre, et les gens venaient de loin pour assister à leur spectacle. L'année avait été très mauvaise dans le Texas. Il n'était pas tombé la moindre goutte de pluie et tout le monde en souffrait. Tout le monde, sauf Tex. La sécheresse ne l'inquiétait guère car les gens venaient toujours aussi nombreux pour voir son spectacle, ce qui lui assurait une vie confortable. Un jour que Tex se promenait avec Lucky, le cheval se pencha au bord d'un petit ruisseau pour se désaltérer, mais le cours d'eau était à sec. « Nous voilà bien, » dit Lucky. Surpris, Tex faillit tomber de son cheval. « Ça alors, tu parles ? Je te savais intelligent, mais jamais j'aurais imaginé que tu puisses parler. »« Bien sûr que si, » répondit Lucky en s'ébrouant. « Les chevaux sont tout aussi intelligents que les hommes, sauf que nous sommes moins bavards, c'est tout. » En continuant sur le chemin, Lucky dit à Tex: « Les fermiers vont vraiment souffrir. Ce ruisseau est à sec. » Tex sourit et brandit sa gourde. « Tiens, regarde, j'ai plein d'eau là-dedans. » Lucky s'ébroua à nouveau. « Ne bois pas tout, Tex. Regarde ce pauvre fermier là-bas qui travaille. Il a l'air d'avoir si soif. » Tex eut pitié du fermier et lui offrit de l'eau fraîche. « Merci, monsieur, » dit ce dernier, et il ajouta: « Si vous voulez vous reposer, vous pouvez aller sous le rocher des rêves, c'est un endroit bien ombragé. » Et il lui indiqua le chemin du fameux rocher. Il faisait si chaud que Tex décida de suivre les conseils du fermier. À peine assis sous le rocher, il sombra dans un profond sommeil. Très rapidement, il se mit à flotter dans une brume épaisse et vit soudain apparaître un grand troupeau de formes sombres. « Nom d'une diligence !» s'exclama-t-il. « Des bisons !»« Ce ne sont pas des bisons, » dit Lucky. « Ce sont des nuages, des centaines de nuages noirs et gris. »« Je rêve !» dit Tex. « Mais tout semble si réel. » Lucky et Tex galopaient pour devancer les nuages. « Yeah! Youpi !» criait Tex. À son grand étonnement, les nuages les suivaient comme un véritable troupeau. Tout en bas, ils aperçurent les terres arides et desséchées. « Par ici !» cria Lucky. « C'est là que les nuages seront les plus utiles. »« Rassemblons-les! En avant !» criait Tex. Tex et Lucky guidaient les nuages noirs qui grondaient derrière eux. Le petit ruisseau, complètement asséché, apparut juste au-dessous d'eux. « Nous voilà !» cria Tex, et soudain, il se réveilla. Il se frotta les yeux, regarda Lucky. « Waouh! Quel rêve j'ai fait !» C'est alors qu'un grondement de tonnerre retentit. Le ciel s'emplit de gros nuages et la pluie se mit à tomber. Tex vit le fermier danser de joie. Lucky bondit de tous côtés en hennissant. « Était-ce vraiment un rêve ?» se demanda Tex, en galopant sous l'orage qui ramenait subitement l'eau et la vie sur la bonne vieille terre du Texas. Ou bien s'était-il tout simplement transformé un court instant en cow-boy de l'air, guidant un immense troupeau de nuages dans le ciel ?
Henri Dess raconte Mes petites économies. Aujourd'hui, Isabelle a 8 ans. Tout le monde lui offre des cadeaux, mais quand vient le tour de sa grand-mère, celle-ci lui dit « Ma chérie, je ne savais pas quoi t'offrir pour être sûre de te faire plaisir, alors j'ai décidé de te donner des sous. Tu pourras t'acheter exactement ce que tu veux. » Quelques jours plus tard, sa maman l'emmène dans un grand magasin de jouets pour choisir un cadeau. Aussitôt entrée, elle remarque une magnifique dinette en porcelaine. Seulement voilà, elle coûte presque le double de la somme donnée par sa grand-mère. On pourrait trouver une autre dinette moins chère, lui propose sa maman. Non, c'est celle-là que je veux et pas une autre, répond Isabelle très décidée. Alors il faudra attendre d'avoir plus d'argent pour pouvoir l'acheter. Eh bien j'attendrai, conclut Isabelle. Et de retour à la maison, Isabelle, petite fille patiente et raisonnable, range soigneusement son argent dans un petit coffre secret caché derrière les livres de sa bibliothèque. L'année suivante, comme Isabelle l'espérait, sa grand-mère lui donne à nouveau de l'argent. Dès le lendemain, elle se précipite au magasin avec sa maman. Mais le prix de la dinette a augmenté entre-temps. Elle n'a toujours pas assez pour pouvoir l'acheter. Obstinée, Isabelle décide de garder son argent, bien décidée à s'offrir un jour cette dinette dont elle a tellement envie. Malheureusement, l'année d'après, quand Isabelle a enfin la somme suffisante et qu'elle retourne au magasin, la dinette a disparu des rayons. Ah ça, mademoiselle, lui répond une vendeuse à qui elle demande des explications, c'est un modèle qui ne se fait plus, vous n'en trouverez nulle part. Très déçue, Isabelle remet alors son argent dans son petit coffre secret en attendant de trouver une autre idée de cadeau pour remplacer sa jolie dinette. Mais une idée pareille, ça ne se trouve pas comme ça. Et c'est ainsi que d'année en année, Isabelle se contente de garder tout l'argent qu'on lui donne, chaque fois que, comme sa grand-mère, on ne sait pas quel cadeau lui choisir. Et les années passent. Et Isabelle grandit. Devenue jeune fille, vient le jour où, après avoir réussi tous ses examens, elle se prépare à partir à l'université. Et voilà qu'en rangeant sa chambre pour faire ses bagages, elle retrouve son petit coffre qu'elle avait complètement oublié depuis longtemps. Très émue, elle se dit alors que ce serait peut-être le moment de s'offrir enfin un vrai beau cadeau avec tout l'argent qu'elle a précieusement gardé. Aussitôt, elle sort faire les magasins, bien décidée à se trouver une petite robe à la mode ou un bijou fantaisie. Mais voilà qu'à l'angle d'une rue, elle tombe en arrêt devant une brocante. Là, au beau milieu de la vitrine, étincelante et encore comme neuve, la dinette dont elle avait tant rêvé petite fille. Et cette fois, elle a bien assez d'argent pour l'acheter. Et c'est ainsi qu'au beau milieu des objets qui décorent sa chambre de jeune fille, trône désormais une magnifique dinette avec laquelle Isabelle a toujours plaisir à jouer de temps en temps, redevenant ainsi pour quelques instants une petite fille. Henri Dess raconte Pain dur et bon pain. Il était une fois deux boulangers, Monsieur Bonpain et Monsieur Pain dur, qui habitaient chacun deux villages voisins.
De bon matin, l'un comme l'autre faisait leur pain, puis en garnissaient les rayonnages de leur boulangerie. Mais tandis que M. Bonpain vendait chaque jour toute sa fournée avant midi sonné, M. Pindur en avait souvent la moitié qui lui restait sur les bras et qu'il était obligé de jeter le soir venu. C'est que voyez-vous, le pain de M. Bonpain était excellent alors que celui de M. Pindur n'était pas bon du tout. Pauvre M. Pindur. Pourtant, il connaissait bien son métier. Il pétrissait longuement sa pâte, façonnait soigneusement ses pâtons, surveillait attentivement la cuisson. Mais rien n'y faisait. Son pain n'était jamais aussi bon que celui de M. Bonpain. D'ailleurs, la plupart des habitants de son village préféraient faire la route jusqu'au village voisin pour acheter leur pain, plutôt qu'aller chez leur propre boulanger. Pauvre M. Pindur. Aussi, un soir qu'il avait dû se résigner à jeter presque tout son pain, il résolut d'en avoir le cœur net. « Ça ne peut plus durer. Je suis sûr que Bonpain a un secret, foi de Pindur, que je sois pendu si je ne le découvre pas. » Le lendemain, après avoir accroché un écriteau fermé pour cause d'empêchement sur la porte de sa boulangerie, voilà donc notre monsieur Pindur qui met son costume du dimanche, un grand chapeau et des lunettes noires pour ne pas être reconnu et qui va tout droit chez monsieur Bonpain. « Cher monsieur, dit monsieur Pindur en entrant dans la boulangerie de monsieur Bonpain, on dit que votre pain est le meilleur de la région, mais comment faites-vous donc ?» Flatté, monsieur Bonpain répond avec modestie. « Oh, vous savez, je ne suis pas plus doué qu'un autre. Simplement, j'utilise la meilleure des farines, celle que me livre le meunier de notre village. » Monsieur Pindur se rend alors au moulin pour tenter de percer le secret de cette farine exceptionnelle. Mais le meunier lui répond « Mon cher monsieur, pour faire de la bonne farine, il faut tout simplement du bon blé. Moi, je l'achète à la grande ferme du village. Voilà tout. » Poursuivant son enquête, notre boulanger s'en va aussitôt à la ferme pour interroger le fermier qui lui explique « Mon brave monsieur, ce qui fait toute la différence, c'est la qualité du crottin qu'on ramasse chaque jour dans les écuries et que personnellement j'utilise comme engrais dans mes champs. » Sentant qu'il touche au but, monsieur Pindur va voir le palefrenier responsable des écuries de la ferme, se disant que si on y trouve un crottin aussi bon pour le blé, c'est que les chevaux doivent être nourris de manière très spéciale. Pauvre monsieur Pindur, il ne pensait pas si bien dire. Voici ce que lui répondit le palefrenier quand il lui demanda ce qu'il pouvait bien donner à manger à ses bêtes. « Ah, vous pouvez dire que je les dorlote. Figurez-vous que chaque jour, je leur apporte tout le vieux pain dur que je vais récupérer dans la poubelle de la boulangerie du village voisin. Vous verriez mes chevaux, mais ils adorent ça. C'est à croire que le boulanger le fait tout spécialement pour eux. Ah oui, vraiment, pauvre monsieur Pindur. » Henri Dess raconte Petite Vague part à l'aventure. Petite Vague est née par une belle nuit d'été tout près du pôle Nord, après qu'une énorme montagne de glace détachée de la banquise eut basculé dans les flots. Splash! Sous le choc, des dizaines de vagues jaillirent vers le ciel avant de s'élancer dans toutes les directions. C'était Petite Vague et sa famille de vagues. Après cette naissance agitée, le calme revint rapidement. L'une derrière l'autre, les vagues avançaient joyeusement au rythme de la houle. « Ce qu'on est bien », disait Petite Vague dans un souffle. « Profites-en pour te reposer », répondait sa grande sœur devant elle. « C'est pas toujours comme ça, tu verras. » Effectivement,
Le lendemain, le vent réveilla violemment Petite Vague pour la souffler sans ménagement. À toute vitesse, Petite Vague fonçait cap au sud et bientôt, elle atteignit les eaux tièdes des tropiques, tendrement caressée par la chaleur des vents alizés. Petite Vague nageait en plein bonheur, quand elle sentit brusquement quelque chose de lourd et pointu grimper sur ses épaules. « Hé, qui est-ce qui me monte dessus ?» cria-t-elle en essayant d'éclabousser l'intrus. « Reste tranquille, » lui répondit la voix du vent. « C'est juste un grand bateau de course qui se sert de toi pour aller plus vite. » Très fière, Petite Vague redoublait d'efforts lorsque d'un coup, les vents qui avaient jusque-là toujours aidé Petite Vague à avancer l'abandonnèrent brusquement au beau milieu d'une immense étendue d'eau plate comme de l'huile. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandait Petite Vague. « Pourquoi on ne bouge plus ?» Mais les autres vagues autour d'elle n'avaient même plus la force de lui répondre. « C'est le calme plat !» lui cria une mouette posée sur les flots. « Ça arrive souvent quand on passe l'équateur. »« L'équateur ? Qu'est-ce que c'est ?» reprit Petite Vague. « C'est le milieu du monde !» répondit l'oiseau. « Déjà ?» pensa Petite Vague. « Ça en fait du chemin depuis le pôle Nord. » Affaiblie par le manque de vent, Petite Vague ne bougeait presque plus lorsqu'elle vit une énorme masse noire se glisser sous elle en silence. « Qui va là ?» cria Petite Vague effrayée. « N'aie pas peur, » lui répondit une voix mélodieuse. « Je suis une baleine en route vers le sud, comme toi. Si tu veux, je peux t'aider à avancer. Tu n'as qu'à te laisser porter par mon sillage. » Et c'est ainsi que Petite Vague descendit tranquillement jusqu'au Cap Horn, avant de remonter ensuite l'océan Pacifique pour atteindre un beau jour les îles Hawaï. Quel pays magnifique, se dit immédiatement Petite Vague. C'est le paradis sur mer. Tout autour de Petite Vague, des filles et des garçons qui participaient à une compétition de surf virevoltaient sur l'eau comme des danseurs. Aussitôt, Petite Vague rassembla son énergie et plongea la tête la première vers la côte, entraînant sur son dos un surfeur survolté. « Yeah !» criait-il à Petite Vague, comme un cavalier qui encourage son cheval. « Plus vite, on va gagner !» Et en effet, tous les spectateurs applaudissaient maintenant le surfeur, tandis que Petite Vague, toute heureuse d'avoir permis sa victoire, saluait discrètement, à la manière des vagues, en s'échouant doucement sur le sable, avant de retourner au large chercher d'autres surfeurs.